Merci, merci Julie, merci à toutes et à tous d'être là. Alors j'ai fait, normalement toutes les slides sont en anglais pour le texte qu'il y a dessus. Par contre, donc, ma présentation sera en français. Alors, comme l'a dit Julie, j'ai écrit dans le cadre d'un séminaire en éthique animale un article sur l'approche de Claire Palmer, que je vais mentionner rapidement tout à l'heure, mais la présentation d'aujourd'hui n'est pas vraiment reliée à ce que j'ai pu développer dans cet article-là. L'idée, donc, c'était plutôt de faire une sorte de point historique et philosophique sur le débat entre éthique environnementale et éthique animale. Donc j'ai une formation plutôt en éthique environnementale, donc j'ai tendance à placer l'éthique environnementale en premier lorsque je parle du débat, mais l'idée c'est aussi aujourd'hui de montrer, d'essayer de montrer qu'en fait cette division entre éthique environnementale et éthique animale, elle n'est pas si claire que ça, et que finalement c'est peut-être pas une distinction si pertinente lorsqu'on s'intéresse à des questions animales ou des questions environnementales. Donc je sais que ma présentation est un peu longue, donc je vais sûrement la raccourcir sur certains bouts, surtout qu'on est déjà en retard. Mais je vais quand même prendre le temps de commencer par quelques exemples concrets, un petit peu pour savoir pourquoi on doit s'intéresser au débat entre éthique environnementale et éthique animale. Donc là, c'est une photo qui a été prise par, vraiment pas très bien, mais par Julien Daniel, qui est en fait un bout de la forêt de Romainville, en Seine-Saint-Denis, et qui est actuellement soumise, si on veut dire ça comme ça, à des travaux pour... donc qui sont menés par la région Île-de-France pour créer une île de loisirs et donc raser une partie de cette forêt, notamment pour remblayer certaines des galeries qui ont été formées à l'occasion de l'exploitation du gypse dans cette zone-là. Et donc donc il y a déjà eu des travaux sur le site. Mais là, c'est vraiment une partie de la forêt qui est quasiment inaccessible aux êtres humains, qui est interdite administrativement. Et donc, on a une partie on a donc des citoyens, des citoyennes, des militantes et militants environnementalistes qui se battent pour cette forêt. Et la question, c'est de savoir est-ce que finalement, dans le lot de ces personnes-là, on peut avoir des personnes qui sont plus intéressées par la condition animale. Et c'est une question qui devient un peu plus compliquée que simplement dire bon, il y a des animaux dans la forêt, donc oui, forcément, les animalistes vont être favorables à la protection de cette forêt. Donc dans cette forêt, on a plusieurs espèces d'insectes, de végétaux. On a aussi 40 espèces d'oiseaux qui ont été donc recensées par certaines associations ornithologiques. Et on a donc ici par exemple la fauvette à tête noire qui elle se nourrit d'insectes et de baies. Donc on pourra en discuter plus tard, mais pour une position animaliste, manger des insectes, ça va à peu près. Donc on pourrait dire que pour par exemple protéger le bien-être des fauvettes, on pourrait se battre pour la forêt. Mais on a aussi des espèces qui sont, elles, prédatrices. Et donc ça va être vraiment la question qui va m'intéresser aujourd'hui, après la reconstitution historique du débat. Et donc la chouette hulotte à gauche et l'épervier d'Europe, qui peuvent poser problème aux positions animalistes au sens où ces espèces-là, ces animaux-là, mangent également des animaux auxquels on peut reconnaître des droits et une capacité à souffrir. Donc voilà, donc là c'est un exemple qui peut poser problème entre environnementalistes et animalistes. Plus rapidement, d'autres cas, d'autres problèmes qui peuvent se poser, c'est par exemple, est-ce que d'un point de vue environnementaliste, c'est bien de nourrir les oiseaux en hiver ?
notamment pour si on s'inquiète des espèces rares, on peut prendre le cas de certaines espèces communes, même si on est de plus en plus confronté à une baisse des populations de toutes les espèces d'oiseaux. Mais donc, du point de vue environnementaliste, on peut regretter que le caractère sauvage de ces oiseaux-là soit diminué par le fait qu'on leur donne à manger, on les incite à venir dans nos jardins. De même pour les chauves-souris, donc là c'est des nids à chauves-souris pour les aider à s'installer dans des endroits qui peuvent être un peu compliqués, vu qu'il y a de moins en moins de granges, de moins en moins d'endroits où elles peuvent s'approcher. Alors que d'un point de vue animaliste, ici, c'est plutôt des espèces qui vont être satisfaites avec des insectes ou des fruits et qu'on va vouloir protéger. Un autre débat qui a été longtemps relié au problème de la prédation est celui de la chasse. Donc la chasse, je vais y revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas trop développer, mais ça semble assez évident que d'un point de vue animaliste, on a envie de s'opposer à la chasse. Et les premières associations de défense plus actives de la condition animale ont été anti-chasse. Donc je le mentionnerai tout à l'heure, finalement on peut peut-être trouver un point d'entente entre aussi environnementalistes qui défendraient la chasse comme une façon de gérer la forêt, notamment l'absence de prédateurs non humains, et une position animaliste qui donc semble encore une fois a priori s'opposer à la chasse. Et finalement, j'ai pris, il y a tout ce qui concerne nos modes de vie humains, que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on porte pour s'habiller. Et donc là, c'est l'association L214, qui est une association française donc, qui se bat contre l'élevage, la consommation et l'utilisation de produits animaux, notamment industriels. Même si la production industrielle de viande pose dans la plupart des cas souci aux positions environnementalistes, la consommation de viande, l'utilisation de produits animaux dans des conditions qui peuvent sembler respectueuses de l'environnement peuvent être considérées comme acceptables. Et donc là aussi, sur par exemple plutôt le véganisme aujourd'hui, mais dans les années 80 c'était le végétarisme, on a un débat entre environnementalistes et animalistes qui peut se créer. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Donc en ce qui concerne ma présentation, je vais être beaucoup plus sur le pan théorique du débat et la dimension académique qu'a pris le débat, surtout en philosophie anglo-saxonne. Donc je vais commencer par introduire l'origine des deux éthiques, où on voit déjà un petit peu des positions qui se dessinent comme une éthique animale qui vient déjà s'armer un petit peu comme des arguments environnementalistes qui remettraient en cause le statut des animaux, le statut moral des animaux, et une éthique environnementale où là, c'est pas beaucoup dit dans les débats, mais où au début en tout cas, il y avait une volonté d'inclure les questions animales dans la réflexion éthique. Donc après, je vais en venir à la rupture, The Divide en anglais. La façon dont cette division historique a été critiquée, tentée d'être dépassée dans les années 90 et plus récemment en 2017-2018. Je vais finir, en espérant avoir le temps, sur le problème de la prédation et la réintroduction des espèces prédatrices clés de voûte. J'irai sûrement plus vite sur le point 3 si jamais le point 1 et 2 prend trop de temps. J'ai bien 1 heure, hein, c'est ça. Okay. Donc les débuts. Donc l'éthique environnementale et l'éthique animale se sont développées dans les années 70, quasiment en même temps, avec l'éthique animale qui vient un tout petit peu avant que l'éthique environnementale, avec la publication de cet ouvrage-là,
par donc, Stanley et Rosalind Godlovich et John Harris. Bon, malgré le fait qu'on a une petite mention pour les espèces auxquelles appartiennent les animaux, donc en bas de la première page de couverture, Extent is Forever, le livre va vraiment se concentrer sur la condition des animaux non humains individuels. Peter Singer qui va publier un compte-rendu de ce livre-là, dans lequel en fait il fait un mini compte-rendu du livre et il développe en fait la position utilitariste qu'il va défendre plus tard. Singer va considérer que ce livre est un manifeste pour le mouvement de libération animale. Et notamment, après je vais avoir des citations en anglais qui vont être commises là, donc notamment sur, je cite, sur des considérations qui touchent les non-humains, sans faire référence aux arguments dérivés de considérations écologiques, macrobiotiques, relatives à la santé ou à la religion. C'est une traduction très littérale de Singer. Donc autrement dit, les autrices et les auteurs de ce recueil attaquent l'idée largement admise que les animaux non humains n'ont qu'une valeur instrumentale pour les êtres humains ou leur environnement, et qu'ils peuvent être exploités et mangés en toute impunité dès lors qu'on n'a aucun argument écologique ou de santé humaine généralement qui peut s'y opposer. Ce que ce recueil souligne à travers le compte-rendu de Singer, c'est qu'on a une limite à l'analyse environnementale ou à une perspective environnementale pour prendre en compte les intérêts animaux, et que finalement on aurait potentiellement besoin d'une éthique animale à ce moment-là. Mais donc le livre va quand même faire une autre chose importante, c'est s'opposer à l'anthropocentrisme des éthiques occidentales qui sont globalement héritées des modernes. Singer note le livre, donc je vais le traduire en français, le livre ne nous dit pas que nous serons en meilleure santé ou que nous allons apprécier davantage de vivre ou avoir une meilleure vie si nous arrêtons d'exploiter les animaux. La libération animale demandera un altruisme plus grand des êtres humains que tous les autres mouvements de libération, puisque les animaux sont incapables de le demander pour eux-mêmes ou de protester contre leur exploitation par vote, en manifestant ou en posant des bombes. Donc, considérant l'incapacité des animaux à finalement créer leur propre mouvement de libération, c'est aux êtres humains de prendre cette responsabilité. Cette position-là, juste au passage, et le fait que les animaux ne puissent pas se révolter, exprimer leur position, est actuellement discutée en éthique animale, et donc c'est plus du tout comme une position par défaut. Mais donc Singer part de là, et il va ajouter un argument plus pragmatique au besoin donc, de lancer ce mouvement de libération animale en ciblant les environnementalistes. Donc là, c'est simplement pour illustrer, mais donc Singer note que même si les environnementalistes, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les conservationnistes, donc les personnes qui travaillent pour la protection des milieux naturels, la protection des espèces, se sentent concernés par le massacre des oiseaux sauvages, mais ne le sont pas par le nombre beaucoup plus important de poulets abattus pour nos tables. Celles-ci et ceux-ci ne s'inquiètent que de ce que nous perdrions s'il y avait moins de vie sauvage. Donc là, c'est un article récent, puisqu'il est paru le 16 octobre, par le directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO en France, qui critique la nouvelle autorisation de chasse des oies sauvages en France. Donc le calendrier de chasse va être étendu, et qui amène plutôt même s'il n'y a pas énormément d'arguments dans cet article-là, plutôt des arguments écologistes
vis-à-vis de la protection des oies sauvages, mais qui s'en alarment, et qui, donc, selon Singer, va avoir quand même moins tendance, même si c'est peut-être moins vrai pour la LPO, à s'inquiéter par exemple du gavage des oies et donc à la situation des oiseaux domestiques. Et donc ça, le statut animaux domestiques, animaux sauvages, ça va être vraiment l'une des zones de tension entre l'éthique environnementale et l'éthique animale. Les animaux domestiques ayant un statut assez élevé pour les approches animalistes, alors que pour les approches environnementalistes, c'est un statut assez bas parce que, selon Calicotte, que je vais évoquer tout à l'heure, ce sont des artefacts créés par les êtres humains. Il est revenu sur sa position, mais c'est comme ça qu'il expliquait pourquoi l'éthique environnementale n'avait pas à s'intéresser au sort des animaux domestiques, notamment des animaux d'élevage, alors que les animaux sauvages, eux, ont une valeur importante, puisqu'ils représentent cette nature qui n'est pas contrôlée, gérée par les êtres humains. Donc je vais... alors est-ce que c'est... Non, je voulais vous... C'est ça, ok. Donc Singer va donc développer un petit peu l'argument qui est en faveur donc, de la prise en compte des intérêts animaux avec une position utilitariste qui va s'appuyer sur les mouvements de libération noirs, LGBT, féministes, et qui va considérer que tout ce qui relie ces mouvements de libération, c'est la capacité finalement, en résumant grossièrement, la capacité à souffrir à la fois de ces personnes et des animaux non humains. Et c'est en vertu de cette capacité à souffrir qu'on peut leur reconnaître un statut moral qui va générer des obligations. Singer, ensuite, on peut hiérarchiser les obligations qu'on peut avoir envers les animaux versus envers des êtres humains, mais on doit reconnaître un statut moral égal aux animaux non humains, tout du moins en vertu de leur capacité à souffrir. Qui va être repris en partie par une approche plus déontologique, qui est l'approche de Tom Regan. Donc ça c'est assez basique sûrement, mais donc en fait on a encore actuellement deux grands courants en éthique animale, l'approche utilitariste et des approches conséquentialistes d'un côté qui en fait suivent le travail de Peter Singer, où ce qu'on essaie de faire, c'est minimiser la souffrance des êtres dits sentients. Donc il y a différentes définitions de ce que c'est la sentience, mais l'idée c'est d'être conscient de sa sensibilité, voire lorsqu'on est dans une approche plus déontologique, d'être le sujet d'une vie. Là, c'est pas simplement être conscient de sa sensibilité, mais c'est aussi avoir la conscience qu'on a l'expérience de vivre. Donc ça inclut différents types d'expériences. Mais donc on a d'un côté une approche utilitariste où finalement on calcule, on définit, on évalue nos actions à l'aune de leurs conséquences en termes de souffrance et de plaisir, et une approche déontologique où là on reconnaît des droits fondamentaux à tous les sujets d'une vie, si on reprend l'expression de Tom Regan, c'est-à-dire à toutes les entités qui ont l'expérience de leur vie, ou du fait de vivre. Et donc ça, Regan va le défendre donc dans des textes un petit peu plus tardifs que ceux de Singer. Cette capacité à être le sujet d'une vie est partagée par les humains et par la plupart des animaux non humains. Donc encore une fois, les insectes par exemple font partie un peu de la case, là on est un petit peu dans les extrêmes où au sein de l'éthique animale, tout le monde ne leur reconnaît pas un statut moral.
Donc on a ces deux positions qui se développent dans les années 70 et 80, c'est un petit peu la seule partie politique de ma présentation. C'est très chargé parce que du coup je vous ai mis un petit peu beaucoup d'associations importantes de défense des animaux qui se sont créées avant et après l'émergence de ce mouvement académique plus théorique en faveur donc du statut moral des animaux. Donc dès le 19e siècle, on a des associations qui se créent pour défendre le bien-être animal. Et on a notamment Bond of Mercy qui va être repris par un groupe d'activistes beaucoup plus intenses que ces premiers groupes-là, qui ont été créés en Angleterre, puis après exportés aux États-Unis, et qui finalement éduquaient les enfants à bien s'occuper des animaux. Donc à en prendre soin. Donc il y avait aussi, on pouvait avoir une petite étoile de shérif donc là, qui montrait qu'on faisait partie des groupes qui s'occupaient, qui prenaient soin des animaux. On avait aussi dès 1929 l'association contre la vivisection et globalement l'utilisation des animaux dans des expériences. Ce qui était dénoncé dans le premier livre donc de Godlovich, l'usage, j'étais un peu rapide là-dessus, mais des animaux par les scientifiques pour donc à des fins humaines et à des fins de connaissance ou de santé, et dans l'alimentation. Mais donc on avait déjà des actions qui se faisaient par rapport à ça. Mais donc autour des années 70, on commence à avoir des groupes d'actions plus radicaux qui restent en partie non violents. Donc on avait l'association d'opposition à la chasse qui s'est créée en 1963 et qui est celle qui a donné naissance à l'Animal Liberation Front, qui lui, donc en 1976, juste après la publication d'Animal Liberation par Peter Singer, là, on a des actions qui sont à la limite entre la violence et la non-violence, puisque en fait, l'un des gros échecs de l'association qui existe toujours, hein, de la Hunt Saboteurs Association, c'est qu'en gros, ils y allaient avec soit des pancartes, ou enfin, ils s'opposaient physiquement aux chasseurs qui, après une ou deux fois à rigoler, à voir des gens qui les empêchent d'aller chasser, ont commencé à être beaucoup plus violents. Et au fur et à mesure que ils se faisaient vraiment molestés, donc il y avait vraiment une opposition physique des chasseurs, donc des groupes qui étaient capables de répondre par le sabotage, sans aller au contact direct, se sont créés. Et finalement, une association assez connue, PETA, qui là, elle, est plus sur le côté déontologique, puis c'est vraiment défense des droits des animaux, et c'est plus des actions juridiques, en justice, en faveur des animaux. Mais donc là, c'était juste une citation du New York Times qui notait en 1984 une sorte de regain de ces groupes de défense des animaux avec une prise en compte de la souffrance animale et la reconnaissance de droits aux animaux, ce qui n'était pas aussi clair avant. Donc voilà pour un petit peu un récapitulatif de l'histoire du développement de l'éthique animale. Donc, si on revient un petit peu en arrière, donc dans les mêmes années, on a l'éthique environnementale qui se développe elle aussi. Donc dans un article qui est assez célèbre, en tout cas qui est très connu de ceux qui font de l'éthique environnementale, le texte de Richard Wootley, donc Is there a need for a new and environmental ethics, publié en 1973, va m'intéresser ici parce que c'est vraiment le texte de référence de l'éthique environnementale, à l'exception des mouvements écoféministes, on pourrait dire. Et c'est aussi un texte où Wootley va ouvrir un petit peu
l'idée d'une éthique environnementale aux questions animales. Donc dans cet article-là, cet article-là est surtout connu pour l'expérience de pensée du dernier être humain sur Terre. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux. C'était plutôt du dernier homme sur Terre, mais je me permets de le changer en dernier être humain sur Terre. Et donc dans cette expérience de pensée, Huxley va imaginer une catastrophe mondiale qui provoque la mort de tous les êtres humains à l'exception d'une ou d'un individu. Et donc la question posée par Huxley, c'est est-ce qu'une éthique libérale, puisque Huxley va surtout viser les éthiques libérales, autorise-t-elle en principe cet individu à détruire le monde naturel qui l'entoure? Pour Huxley, si on peut trouver un des principes fondamentaux de ces éthiques qui autorise, pas qui commande nécessairement, mais qui autorise cet être humain à détruire le monde naturel qui l'entoure, alors on doit rejeter ce bagage historique éthique et en créer un autre qui soit plus adéquat pour rendre compte de notre relation, de nos devoirs envers la nature, qui correspondent plus à certaines intuitions qu'on peut avoir vis-à-vis du respect à accorder à certaines entités naturelles. Donc la réponse de Huxley à la fin de l'expérience de pensée, d'une série d'expériences de pensée, c'est qu'en effet les éthiques libérales et notamment leur principe de non-interférence ne permet pas d'interdire au dernier être humain de ne pas détruire le monde naturel, notamment parce qu'à l'exception de son intégrité physique, il n'y a plus aucun intérêt individuel humain à prendre en compte. Et donc Huxley appelle à la création d'une nouvelle éthique environnementale à partir de nouvelles fondations, possiblement d'anciens concepts, comme les concepts de valeur ou de droit, mais pensés autrement. Et l'inclusion de concepts écologiques, comme les questions lui, il va citer conservation, pollution, croissance, préservation. Aujourd'hui, on pourra rajouter biodiversité, fonctionnement écologique, espèces clés de voûte. Donc, voilà. Donc, sur cette slide assez horrible, parce qu'il y a beaucoup trop de texte, en fait, je ne veux pas du tout lire. C'est simplement des passages dans le texte de Huxley où il y a mention à la fois d'un biais spéciste des éthiques libérales et une prise en compte de ce que ces éthiques-là peuvent avoir comme pour la protection de certaines espèces animales et de la souffrance, même si c'est vraiment, il faut rechercher un petit peu entre parenthèses et être vraiment comme considérer que Huxley inclut les animaux dans sa réflexion, mais on a une prise en compte, encore une fois, donc, de ce biais spéciste avec une référence au livre de Goldovich. Donc il y a donc l'idée un petit peu de Huxley, si vous m'autorisez l'interprétation, cette interprétation, c'est d'aller au-delà de simplement une éthique anthropocentriste, mais aussi, même si c'est vraiment pas l'objet du texte, d'une éthique qui serait exclusivement focalisée sur les intérêts animaux individuels et de prendre en compte d'autres entités naturelles, qu'elles soient individuelles comme des organismes, donc là non sentients, mais aussi ce qu'on appelle en éthique environnementale des tout écologiques, que sont les espèces, les communautés biologiques, les écosystèmes. Donc malgré cet appel de Huxley à inclure, ou en tout cas à prendre en compte ce biais spéciste des éthiques traditionnelles, l'éthique environnementale s'est elle aussi développée de manière indépendante par rapport à l'éthique animale et a très peu inclus les questions morales regardant les animaux individuels. Elle s'est intéressée aux espèces d'animaux, aux espèces animales en milieu sauvage, mais les premiers textes se sont focalisés sur la valeur donc, de la wilderness,
qui est difficile à traduire en français parce que c'est une idée de nature sauvage qui est historiquement marquée, où il y a eu soit très peu, soit idéalement pas du tout de perturbation humaine. Donc c'est une notion qui a été vraiment très débattue au sein de l'éthique environnementale. Mais on a aussi, donc j'ai pas mis la position biocentrisme, mais des approches qui vont s'intéresser aux intérêts des organismes individuels, qu'ils soient sentients ou pas, et surtout un mouvement écocentriste qui va être vraiment celui contre lequel l'éthique animale va s'opposer et vice-versa. Donc lorsqu'on parle de débat entre éthique environnementale et éthique animale, la plupart des auteurs et des autrices vont s'accorder sur le fait que c'est plutôt la position écocentriste contre, ou les positions écocentristes contre les différentes positions animales. Donc ici, John Bird Callicott, qui va être l'initiateur du début de la fin, et Anne Forreston, qui lui est un peu une cible privilégiée des animalistes, puisqu'il a très très peu de considération pour les animaux individuels. Donc la rupture dans les années 80. Donc l'article qui va vraiment mettre le feu aux poudres, c'est un article de Callicott intitulé Animal Liberation, a Triangular Affair. Et donc d'où le triangle. Et donc l'idée du triangle, c'est que finalement on a sur chaque coin du triangle, vous avez donc les éthiques humanistes, les éthiques animalistes et les éthiques environnementalistes. Et autant les éthiques animalistes vont s'opposer aux éthiques humanistes qu'elles vont s'opposer aux éthiques environnementalistes, et inversement, les éthiques environnementalistes ont autant à critiquer du côté animaliste que du côté humaniste. Et donc ce que Callicott va refuser dans ce texte, c'est une alliance de l'éthique animale et de l'éthique environnementale contre les approches anthropocentristes et contre des politiques qui appliquent ces principes-là. Les points soulevés, les points de divergence soulevés par Callicott dans ce texte, c'est principalement, d'un point de vue théorique, que les éthiques animales ont tendance à être individualistes. Encore une fois, elles s'intéressent aux animaux individuels et animaux sentients, tandis que du côté environnementaliste et écocentriste, donc John Bird Callicott, lui, va vraiment opposer l'éthique environnementale comprise comme une éthique héritière de l'éthique de la Terre de Aldo Leopold, dont je vais mentionner l'un des principes après, mais qui en gros prend en compte le bien de la communauté biotique, la communauté écologique. Donc, du côté environnementaliste ou léopoldien, on a une approche holistique, qui prend en compte le bien, qui évalue nos actions à partir de ce qu'elles vont, comment elles promeuvent le bien de la communauté biotique. De l'autre côté, donc, une focalisation sur les individus animaux. Du point de vue épistémologique, voire ontologique, on a vraiment une fondation plutôt biologique. Actuellement, l'éthique animale s'appuie sur les recherches en psychologie animale, en neurosciences, en éthologie, alors que du côté environnementaliste, on est beaucoup plus sur la tradition écologique, qui s'intéresse donc aux espèces, aux communautés, aux écosystèmes. Et on a cette fameuse division entre le statut des animaux domestiques et le statut des animaux sauvages, suivant qu'on se positionne d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et le fameux problème de la prédation, qui n'est pas très développé par Callicott dans cet article-là, mais qui est quand même mentionné, puisque, pour des raisons sur lesquelles que je vais mentionner juste après. Le seul point de convergence qui est vraiment un tout petit point de convergence et qui est encore, si on pousse un petit peu l'argument de Callicott, on n'est plus sûr de savoir vraiment où se trouve la convergence, mais c'est juste que, en gros, les deux ont quand même un intérêt à protéger les animaux sauvages,
mais c'est vraiment pour des raisons différentes et potentiellement dans des contextes différents. Donc voilà, donc la situation est un petit peu tendue au début des années 80. Et donc là, en 88, Calicut, qui va recevoir plusieurs réponses à son article, va revenir sur ses propos et tenter de trouver tenter d'adapter son éthique environnementale de telle sorte qu'elle prenne en compte les intérêts des animaux individuels, dont les animaux domestiques, mais de manière assez hiérarchique et qui continue de quand même reconnaître une position morale importante au bien de la communauté biotique. Le problème, c'est que cet article arrive assez... je crois qu'il va y avoir un peu des problèmes là, mais ça devrait aller. Ce retour de Calicut, qui vient donc 8 ans après la publication de son article, est comme trop tardif pour réconcilier les deux parties, puisque entre-temps, on a eu Mark Sagoff qui a donc publié un article qui reprend en partie les arguments de Calicut et qui, lui, de manière beaucoup plus franche, dit éthique environnementale, éthique animale, elles n'ont rien à faire ensemble, d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Donc, Bad Marriage, Quick Divorce, donc on n'en parle plus. Ok, c'est là que ça va se remettre. Voilà. Et en fait, dans ces mêmes années, la seule chose, le seul mouvement qui va tenter d'associer les questions animales et les questions environnementales au sein d'un même mouvement éthique, c'est le mouvement écoféministe. Le mouvement écoféministe est un peu plus jeune. Je sais qu'il y a eu des séminaires sur cette question avant, donc je vais juste introduire rapidement, mais donc c'est un peu plus jeune, c'est plutôt dans les années 80 que ça se développe. Ce mouvement écoféministe-là, dans les fins des années 80, va commencer à poser la question de cette prise en compte à la fois des animaux et de l'environnement. Et on a Marty Kiel qui répond à la fois en fait à Calicut et aux approches à la Singer plutôt que Reagan, mais pour elle ça fonctionne aussi. Donc The Liberation of Nature, a Circular Affair. Et là l'idée c'est pas que l'argument de Calicut est circulaire d'un point de vue logique, mais c'est que une position réellement holistique doit nous amener en fait à conclure à une alliance des deux, ou en tout cas une prise en compte à la fois des intérêts animaux et de l'intérêt ou du respect dû à des entités naturelles. Et donc il faut comme approcher de manière circulaire ces questions-là en passant des intérêts animaux à ceux de la communauté écologique, en revenant un petit peu si vous voulez, pour comme avoir, pour définir une position, quelles actions sont finalement bonnes moralement ou pas, et non pas rester dans une recherche de hiérarchisation entre des intérêts individuels et des intérêts plutôt collectifs. Voilà. Et finalement, ça se conclut avec la publication au début des années 90, alors que rien n'est résolu du côté de éthique environnementale et éthique animale, la publication d'un recueil par Greta Gard qui rassemble des textes qui tentent de rassembler, d'avoir une position écoféministe qui prend en compte ces deux types de questions. Alors, vu qu'il me reste 20 minutes, je pense pas trop... ça fait quand même plusieurs éléments historiques déjà. En gros, dans les années 90, donc après le mouvement écoféministe, après les discussions des années 80 qui sont assez tendues, il y a quelques initiatives en faveur donc, de la réconciliation de l'éthique environnementale et de l'éthique animale
Et dans les années 90, on est toujours en train de parler, c'est quand même l'idée de Routley qui est toujours présente, au sens où on se demande si on peut créer une éthique environnementale qui tient compte ou qui découle de la prise en compte des intérêts animaux. Donc là, je ne développerai pas trop, mais par exemple, donc, Gary Warner s'est intéressé au statut de la chasse. Et lui qui à l'époque avait plutôt une approche, une position biocentriste, maintenant c'est beaucoup plus du côté scientiste, considérait que malgré leurs oppositions théoriques, les approches libérationnistes du côté animal et les approches écocentristes pouvaient rejeter une chasse qui serait purement de loisir, qui serait simplement pour tuer de l'animal, par contre considérer que tant que la chasse peut être un moyen, même si c'est le dernier recours, pour maintenir certaines communautés écologiques, mais également maximiser le bien-être animal. Ou le respect des droits fondamentaux, suivant la position qu'on a. Donc, Warner, par exemple, va donc reconnaître une divergence au niveau théorique, mais considérer qu'au niveau pratique, on peut quand même créer des alliances. Et là, donc récemment, donc là c'est un petit peu le moment de pub, donc dans le groupe de recherche dans lequel j'étais à Montréal, le GREA, et dans le centre de recherche en éthique, il y a eu la volonté de faire une conférence internationale sur ces questions, une convergence et divergence entre éthique environnementale et éthique animale, qui ont un peu reconfiguré le débat et ont notamment insisté sur les conflits internes qui peuvent être plus importants au sein de l'éthique environnementale ou au sein de l'éthique animale sur des questions relatives au changement climatique notamment au changement climatique, ou qui peuvent dépasser cette idée de convergence-divergence via des approches qui, un petit peu comme le souhaitait Marty Kiel, qui ne tentent pas de hiérarchiser des intérêts, mais qui s'intéressent aux situations, qui prennent les situations au cas par cas, et qui ont une approche qui tendent en fait à s'écarter du cadre éthique ou du cadre moral pour aller du côté politique afin de résoudre des conflits de valeurs ou des conflits d'intérêts. Donc actuellement, il y a quand même une nouvelle analyse du débat et une tentative un petit peu de dépasser cette opposition assez simpliste entre éthique environnementale et éthique animale. Alors, pourquoi donc je voulais quand même aborder, il me reste 15 minutes, dans les 15 dernières minutes, le problème de la prédation, c'est parce que selon moi, ça reste un problème. Alors c'est à la fois un problème qui oppose animalistes et environnementalistes encore aujourd'hui, que ça soit au niveau, sur le terrain puis au niveau académique, mais qui est aussi intéressant parce que c'est un problème aussi pour les positions animalistes à l'interne. Donc à la fois on a toujours une opposition qui peut se créer entre animalistes et environnementalistes, mais c'est aussi un problème qui montre qu'on ne peut pas vraiment s'arrêter à cette opposition, dans la mesure où on a vraiment une analyse du problème de la prédation qui va être différente suivant qu'on est utilitariste ou qu'on est plutôt déontologique, voire qu'on est... je mets les approches écoféministes de côté, mais c'est aussi un autre type d'approche. Et donc, l'autre raison pour laquelle je pense que c'est un problème important, et donc là ça m'amène un petit peu à relier ce débat-là à mes recherches, c'est les problèmes que peuvent poser la réintroduction ou la protection d'espèces prédatrices clés de voûte. Donc ici c'est un article de 2014 qui a été publié par
Ripple et collaborateurs. Ripple qui travaille beaucoup sur la réintroduction du loup gris dans le parc naturel du Yellowstone aux États-Unis, et donc qui publie un papier sur les différentes grandes espèces prédatrices qui peuvent avoir, dont l'absence peut avoir un impact écologique important. Or, ce qu'on voit, c'est que l'impact que va avoir l'absence ou le retrait de ces espèces-là d'un certain environnement, il va être positif, enfin directement positif pour des espèces animales et indirectement négatif au début pour des espèces végétales, avec ensuite des impacts sur des espèces animales, c'est aussi ça tout l'enjeu. Mais en tout cas, on a, lorsqu'on regarde juste, par exemple, ce schéma-là, on voit que finalement, si on retire les grands prédateurs, on a tendance à plutôt favoriser d'autres espèces animales qui, la plupart, ont comme valeur ajoutée de ne pas manger d'autres animaux, contrairement aux grands prédateurs. Donc, si je résume, donc, le problème de la prédation qui a été formalisé par Everett en 2001, c'est un problème qui a différentes facettes. L'une de ces facettes, qui est peut-être la plus importante, c'est l'idée que la valeur inhérente des animaux, le fait que leur souffrance soit quelque chose de mauvais moralement, nous oblige à intervenir, donc là plutôt l'idée de commandement moral, à agir donc contre toute forme de prédation, même lorsque c'est une prédation qui a lieu dans des milieux naturels sauvages. Si on prend la position écocentrique qui s'appuie sur l'éthique de la Terre de Léopold, on peut reconnaître qu'une intervention dans la nature sauvage peut être justifiée moralement seulement lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Or, une autre chose intéressante avec cette position de Léopold, le problème de la prédation, la position de Léopold qui tend, on pourra en discuter après, j'essaye un petit peu de résumer là, mais la position de Léopold ou l'approche écocentriste tend à s'opposer à une intervention dans la nature pour limiter la prédation, dans la mesure où il semble que dans la plupart des cas, la prédation tend à préserver l'intégrité, la stabilité, la beauté de la communauté biotique. Et ça, c'est en partie soutenu par les études sur le concept d'espèce clé de voûte, où on avait espèce clé de voûte, ça reprend c'est une métaphore, la métaphore c'est une métaphore architecturale où l'idée c'est que si on imagine que ça c'est une communauté écologique, notre clé de voûte, là par exemple une loutre de mer, si on l'enlève, notre voûte s'écroule et dans le cas des communautés écologiques devient très fragile et peut totalement s'écrouler dès lors qu'il y a une perturbation mineure auquel elle doit faire face. Et donc, autant si on enlève certaines pierres ici, on peut aussi obtenir une fragilité, on va obtenir moins de diversité spécifique, par exemple, mais on n'aura pas forcément une destruction de la communauté écologique. L'idée de la clé de voûte, c'est vraiment de dire, si on enlève cette espèce-là, on perd notre communauté écologique. Et en perdant cette communauté écologique, on perd aussi les espèces qui y participaient. Donc l'idée de Payne, c'est au début de considérer qu'une espèce clé de voûte, c'est une espèce top prédatrice au sens où elle n'est pas mangée par d'autres espèces prédatrices, les êtres humains exceptés, qui est native, donc qui a évolué dans son milieu naturel, qui a coévolué avec les autres espèces de sa communauté écologique, et dont cette activité de prédation
notamment, va déterminer la structure et la composition de sa communauté écologique. Et donc pour Payne, ça signifie qu'en gros, elle détermine et elle maintient l'intégrité et la persistance inaltérée à travers le temps de cette communauté-là. Et je ne l'ai pas ajouté, mais c'est également l'apparence physique de cette communauté. Donc on a un petit peu les trois critères léopoldiens qui apparaissent dans la définition de Payne, au sens où il semble que la protection des espèces clés de voûte, et notamment des espèces donc, prédatrices clés de voûte, tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté des communautés biotiques. D'où la question, est-ce qu'on peut, si d'un point de vue environnementaliste, on peut favoriser la protection des espèces prédatrices clés de voûte, est-ce que c'est possible d'un point de vue animaliste? Vu qu'il reste 10 minutes, je ne vais pas m'arrêter sur le cas des loutres de mer, parce que c'est un cas un peu plus compliqué que celui des loups gris. Donc les loups dans le parc du Yellowstone ont disparu, le dernier loup a été tué en 1926, et à partir de cette année-là jusqu'à la réintroduction d'une population de loups dans le parc, on s'est aperçu que finalement les populations de wapiti ont vraiment augmenté. Un petit peu les bisons, mais pas beaucoup. Je ne sais pas si on les emballés là. Les coyotes, la population de coyotes aussi. Mais par contre, on a des espèces animales et beaucoup d'espèces végétales qui ont disparu. Donc on a eu vraiment une transformation écologique du parc qui a suivi cette disparition des loups et dont en fait la présence d'autres espèces prédatrices, des wapitis ou des wapitis surtout, ne permettait pas, ni la chasse humaine, ne permettait pas de retrouver l'apparence qu'avait le parc et donc les dynamiques écologiques qu'avait le parc avant la disparition des loups. Et ce cas-là est intéressant parce qu'en fait, il est l'objet d'une grosse discussion actuellement entre Oscar Horta, qui défend une position utilitariste, animaliste, et Gregory Michelson, qui lui se présente en tout cas comme écocentriste et a lui une position, une approche conséquentialiste, donc qui prend en compte d'autres valeurs, notamment des valeurs écocentristes dans le calcul des coûts et bénéfices des actions qu'on peut faire dans la nature face à une situation. Alors que Oscar Horta, lui, va vraiment s'intéresser à la balance souffrance-plaisir des animaux individuels. Et donc, de ce côté-là, c'est un petit peu contre-intuitif parce que du coup, c'est vraiment le poids doit être plus important du côté du plaisir, mais là, avec la balance, ça met la souffrance au-dessus. Mais donc, c'est vraiment que la souffrance doit être minimisée alors que le plaisir doit être maximisé dans une approche utilitariste. Et lorsqu'on élargit un petit peu et qu'on est sur une approche conséquentialiste plus large, on peut rajouter d'autres valeurs qui peuvent venir aussi compenser certaines souffrances comme l'autonomie, l'épanouissement. On a différents types de valeurs. Du côté écocentrique, ça peut être la diversité, la richesse spécifique. Donc là, c'est un petit peu notre souci. Il faut essayer de voir si dans chaque cas, et par exemple dans le cas du Yellowstone, on a une balance qui va être plutôt du côté du bien-être des animaux individuels, voire d'autres valeurs, plutôt que du côté de la souffrance. Oscar Horta, lui, va considérer que dans la plupart des cas, la présence de prédation amène un taux de souffrance beaucoup plus important qu'un taux de bien-être, notamment par la présence d'espèces qui se reproduisent en très grand nombre, donc où finalement, et avec un taux d'espérance de vie très court. Alors qu'on a beaucoup moins d'espèces qui vont avoir vont avoir un, deux ou un peu plus d'individus dans leur vie et qui vont avoir une vie plus longue, potentiellement plus d'expériences positives.
le fait qu'il y ait une reproduction qui induise beaucoup plus de souffrance, c'est amené aussi par la présence de prédation, d'où le caractère mauvais de la prédation selon Horta. Et Horta analyse aussi le cas du loup au Yellowstone et, suivant ses calculs, arrive donc encore une fois à la conclusion qu'il y a beaucoup plus de souffrance que de bien-être. Je vais revenir sur cette slide après, mais Michelson lui propose un autre calcul, et un calcul qui prend à la fois donc, qui part de la position d'Horta et qui essaye de voir si donc ici il y a, donc là c'est un graphique, c'est différents graphiques qui ont été donc publiés par Ripple et Bechta, où si vous tapez leur nom vous allez tomber sur un certain nombre d'articles où ils mettent leurs résultats de leurs observations depuis les années 94-95. Là, c'est un article de 2012 où, et donc les calculs utilitaristes utilisent souvent, en gros, on essaie de voir plaisir-souffrance en fonction de l'espérance de vie, mais aussi les ressources qui vont être disponibles pour un certain nombre d'individus dans un certain environnement. Mais en gros, Michelson et Horta utilisent un peu ces graphiques-là pour dire, bon bah voilà, notre population de loups, elle tend, donc là on est entre 1990 et 2010, elle a augmenté de manière très significative, ensuite elle a un petit peu descendu, ensuite elle était stable. Par contre, si on regarde nos wapitis, bah, eux ça a complètement craché. Donc eux, on peut considérer qu'il y a eu une action de la prédation qui a été assez effective sur leur population, mais qui a aussi amené un taux de souffrance démesuré. Et Michelson va répondre à Horta en disant oui, mais si on regarde les autres espèces animales, bah, par exemple le castor, lui aussi sa population augmente, le bison, la population augmente, je pense que pas d'autres, mais on a différentes espèces d'oiseaux. Le coyote aussi, c'est plutôt dans la négative, mais qui font que, bah, voilà, au final, il y aurait plus de bien-être que de souffrance amenée par la réintroduction des loups. Et donc, du côté animaliste, utilitariste, ça serait OK de réintroduire les loups. Par ailleurs, si on ajoute des valeurs écocentristes, bah, là, c'est tout de go pour réintroduire les loups, il n'y a aucun problème. Juste pour conclure, puis comme ça on pourra engager la discussion sur le reste. L'autre approche, donc plus déontologique, elle a été discutée par Cormier aussi en 2016. En gros, le dilemme moral, parce que je vous disais qu'il n'y avait pas qu'une opposition environnementaliste-animaliste, les approches plus déontologiques se retrouvent aussi avec le dilemme suivant, à savoir on reconnaît à tous les animaux sentients au sujet d'une vie les mêmes droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté, le droit à vivre, le droit à ne pas souffrir. Et en même temps, on reconnaît une intuition, on a l'intuition de laisser faire, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui se passe dans les milieux naturels sauvages, c'est pas de l'ordre de l'humain et on n'a pas intervenu. Reagan avait une position assez extrême par rapport à ça en disant ben en fait, pourquoi on n'a pas à intervenir dans le cas de la prédation? C'est parce que les animaux qui exercent la prédation ne sont pas des agents moraux. N'étant pas des agents moraux, ils ne peuvent pas bafouer les droits de patients moraux. En gros, c'était son raisonnement. Et ça amène à des conséquences assez problématiques dès qu'on se remet du côté humain, puisque ça veut dire que toute personne qui ne peut pas représenter une agente ou un agent moral ne peut pas bafouer les droits d'autres patients ou patientes morales. Et donc il y a eu d'autres approches qui ont été proposées pour essayer de résoudre, de garder l'intuition de laisser faire tout en reconnaissant des droits universaux aux animaux. C'est notamment celle de Donaldson et Kumica, qui est une solution politique où là, et je vais conclure là-dessus, où la solution de Donaldson et Kumica, c'est de dire on a des communautés sauvages animales qui ont en gros leurs propres règles, qui sont des communautés souveraines, dans lesquelles la prédation fait partie finalement des dynamiques, et qui est nécessaire au maintien de ces communautés-là.
Et on a des communautés mixtes avec les animaux domestiqués, les animaux commensaux, les êtres humains, qui là n'autorisent pas la prédation parce qu'on est sur des règles sociales et politiques qui correspondent davantage à celles des sociétés humaines. Et donc là, ça permet, par exemple, de considérer que peut-être pas la réintroduction, mais en tout cas la protection d'espèces prédatrices clés de voûte soit justifiée au sens où on respecte la souveraineté de ces communautés-là qui dépendent de la prédation pour se maintenir. Vu que j'ai passé mon temps, je laisserai ça. Je vais juste mentionner en 30 secondes. Donc il y a eu des objections à la position de Donaldson et Klimnicka. C'est une position libérale. Elle a quelques soucis qui peuvent amener certaines critiques. L'une des possibilités, en fait, c'est de retourner du côté de l'évolution et de l'écologie et de considérer, contrairement aux objections qui ont été faites contre Donaldson et Klimnicka, que les animaux, en fait, peuvent se créer des refuges et peuvent, au fur et à mesure du temps, trouver des stratégies pour éviter les effets négatifs de la prédation, dont le stress et la souffrance lorsqu'on est attrapé. En fait, de manière plus pratique et dans un peu l'idée qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les effets négatifs de la prédation sur leur proie, en tant que conservationniste, par exemple, ça serait de prendre en compte le besoin de protéger ou de créer des refuges qui imitent un petit peu ces refuges créés par coévolution pour respecter à la fois les intérêts individuels des proies, mais aussi les intérêts individuels des animaux prédateurs et des ensembles écologiques qui dépendent de ce type d'interaction écologique. Et ça sera tout. Merci. Des questions en anglais ou en français d'ailleurs. Bonjour, donc merci beaucoup pour la présentation. Personnellement, j'aurais une petite question concernant l'anthropocentrisme et la manière dont les différentes éthiques que vous avez présentées se situent par rapport à ce problème-là. Et donc je pensais en particulier au problème lié au fait de déterminer qui sont les agents moraux, mais je pense que c'est un peu ce que vous avez évoqué à la fin de votre discours, à savoir que si on se place dans une éthique animale, un problème qui peut apparaître, c'est qu'on dit qu'il y a des règles à respecter, qui peuvent être déontologiques ou conséquentialistes, mais qui s'appliquent alors qu'aux seuls êtres humains. Et donc dans ce cas, est-ce qu'à une certaine mesure, on ne réhabilite pas l'idée que l'humain est supérieur à la nature, en ce sens qu'il joue l'office d'un grand arbitre? Donc forcément, ce n'est pas la position cartésienne qui dit que la nature est à la disposition de l'homme. On a quand même dépassé cette forme d'anthropocentrisme strict, mais malgré tout, l'humain continue à être un peu sur un piédestal. Je me demandais comment les traditions se situaient par rapport à ça. Du coup, c'est vraiment au sens de le fait qu'on considère que les agents ou agents moraux ne peuvent être que des humains et pas des animaux non humains, c'est ça? Oui, c'est-à-dire quand on regarde dans la nature, évidemment, on voit que les animaux se mangent les uns les autres, c'est tout par rapport à la prédation. Et donc, on peut se demander dans quel droit est-ce que l'être humain il va imposer au règne animal ses propres lois d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas retourner dans une forme d'anthropocentrisme dévoyé, quoi? Donc c'est ça un peu la question. Je connais pas bien les réponses qui ont été directement faites à ce type d'objection. Je connais l'objection. Je pense que ça peut être problématique en partie pour la position de Singer. Par contre, c'est ce que tentent d'éviter Donaldson et Klimnicka en reconnaissant une autonomie, une capacité à être autonome politiquement et aux animaux sauvages et à considérer aussi que les animaux commensaux, donc des animaux qui n'ont pas été domestiqués mais qui vivent dans des endroits très anthropisés, notamment urbanisés, de constituer des entités politiques qui peuvent avoir des droits, mais qui peuvent aussi, dans certains cas, avoir des devoirs. Donc, du côté de Donaldson et Klimnicka, on n'exclut pas les animaux, finalement, de leurs devoirs envers les uns et les autres,
C'est juste que là où on les laisse vraiment se débrouiller entre eux, c'est dans les communautés sauvages, alors que dans les communautés mixtes, il y a les êtres humains ont comme un droit d'interférence vis-à-vis de ce qui peut se passer entre les animaux, parce que on a une certaine responsabilité auprès des animaux domestiques qui peuvent être attaqués par exemple par des animaux commensaux. Les animaux commensaux font partie de nos sociétés, utilisent en quelque sorte les sociétés humaines pour se maintenir, et donc aurait en quelque sorte des devoirs vis-à-vis de nous si on doit tolérer leur présence dans nos lieux de vie. Donc j'ai tendance à penser que la position de Donaldson, elle dépasse, elle évite ce que vous appelez un certain anthropocentrisme inversé. Encore une fois, je ne connais pas la réponse de Singer à ce problème-là, donc je n'irai pas là, je pense. Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est très bien. Non, mais c'est exactement, je me suis rendu compte que là, ça surpasse un peu cette objection, je trouve ça intéressant. Je me demandais s'il y avait des modèles, si c'était des supérieurs. C'est ça, Reagan, lui, il considère que sa façon de répondre, d'aller contre l'idée qu'on puisse intervenir entre les animaux, c'est de considérer que lorsque c'est des animaux qui sont dans des interactions qu'on peut considérer négatives, ça ne nous regarde pas parce qu'on n'est pas face à des agents moraux qui bafouent des droits moraux. Donc là, c'est vraiment lorsque c'est les êtres humains qui sont responsables de la souffrance, de la privation de liberté, la privation de la vie, qu'on a un devoir d'intervenir. Donc là, votre objection ne marcherait pas pour Reagan non plus, mais c'est vrai que c'est ça. Encore une fois, je ne sais pas trop ce que Singer peut répondre à ça, même si je suppose que ce n'est pas un problème majeur pour sa position. Merci pour votre exposé. Moi, j'avais une petite question sur cette solution de l'action chimique. Je ne connais pas très bien, je vois bien sur la rapide, mais j'ai l'impression qu'elle va avoir des conséquences que moi je trouve très contre-intuitives, et je voulais juste savoir si elle avait effectivement ces conséquences. Est-ce que, imaginons un cas vraiment très simple et très radical, par exemple, un cas, on arrive sur une île, on voit qu'il y a des animaux sauvages qui vivent en communauté, et on voit qu'il y a un prédateur qui non seulement abat ses proies, mais les torture, et leur agonie dure des semaines. C'est la pire douleur qu'on puisse imaginer, c'est vraiment abject. Et on sait par ailleurs qu'on pourrait très facilement changer ça. Je ne sais pas comment, on n'est pas. Admettons qu'on sache que ce serait hyper facile à changer tout en conservant toute la complexité de l'écosystème. Donc juste imaginer le cas parfait. Et donc là, d'après cette théorie-là, on aurait on n'aurait pas le droit d'intervenir, voire on aurait le devoir de ne pas intervenir, c'est ça. Et moi, ça me paraît fou. Si vraiment c'est ça leur verdict dans ce type de cas parfait que j'imagine. Alors, la réponse... alors, je ne suis pas non plus je ne suis pas la spécialiste de Donaldson et Quimica, mais dans ce cas-là, ce qu'il faudrait vérifier, c'est est-ce que... Donc, on a cette expérience, on a cette situation devant nous. Alors, je ne sais pas si dans votre expérience de pensée, on peut intervenir tout de suite ou pas, mais imaginons qu'on ne peut pas intervenir tout de suite, mais que si jamais une autre situation se présente, on puisse le faire. Est-ce qu'on devrait le faire ou pas? Et en fait, là, pour Donaldson et Quimica, ce qu'il faudrait vérifier, c'est est-ce que cette prédation qui nous semble abjecte, etc., elle limite l'autonomie des différents membres de la communauté, c'est-à-dire que pour Donaldson et Quimica, on ne doit pas intervenir dans ces communautés animales sauvages parce qu'elles arrivent, malgré ces interactions de prédation qui peuvent nous sembler négatives, à garantir l'autonomie de leurs membres. Donc, c'est-à-dire que les animaux dans les communautés animales sauvages sont des individus autonomes qui arrivent à gérer ce problème de la prédation. Si jamais on s'aperçoit que dans cette communauté-là, ce type d'acte qui nous paraît complètement horrible est clairement une marque de non-autonomie des membres à pouvoir
ouais, ça, de non-autonomie, pour faire simple, à ce moment-là, on a possiblement une légitimité à intervenir. Par ailleurs, la critique que je mentionnais de Cormier et Rossi, eux vont considérer, en fait, ils vont aussi considérer qu'on ne doit généralement pas intervenir dans les communautés animales sauvages, non pas parce qu'on ne devrait pas, par un certain principe moral ou politique, mais parce qu'on n'a pas assez de connaissances vis-à-vis des effets que pourraient avoir nos actions. Donc, si, comme vous dites, face à un acte de prédation qui pourrait constituer une catastrophe systématique, comme le considèrent Cormier et Rossi par rapport à la prédation actuellement, si on peut considérer que ce qu'on voit là, qui est vraiment horrible, c'est une catastrophe systématique qui nécessite d'agir à son encontre, qui traduit une non-souveraineté finalement de la communauté animale, et qu'on sait qu'on a les moyens d'intervenir sans faire plus de tort que ce qui n'est fait par cette action complètement horrible, à ce moment-là, on devrait intervenir dans cette communauté-là. Est-ce que je peux juste un tout petit follow-up? Ouais, ça partait. Un petit follow-up. Mais du coup, juste pour revenir une seconde à la solution de Donaldson et Quimica, donc comme vous le décrivez, en fait, c'est un peu différent de ce que je pensais. Parce que moi, ce que j'avais cru, c'était que le caractère sauvage d'une communauté animale est suffisant pour fonder notre devoir de ne pas intervenir. Alors peut-être que vous décrivez, c'est que ce qui fonde notre devoir de ne pas intervenir, c'est le fait qu'une communauté donnée permet de l'autonomie de ses membres, et en général, mais peut-être pas toujours, si j'ai bien compris, les communautés sauvages font ça. Exactement. Et donc en fait, le vrai, si je comprends bien, le vrai point moralement pertinent, c'est est-ce que oui ou non... la communauté est souveraine suivant la définition de Donaldson et Quimica, qui est relatif à l'autonomie de ses membres, la capacité de ses membres à garantir l'autonomie de tous les individus de la communauté. Mais alors, moi, je fais un follow-up sur ton follow-up, que tu followeras peut-être plus tard. Mais cette notion d'autonomie qui, en fait, au fondement de cette théorie, me semble particulièrement problématique à définir. Je parlais de souveraineté, par exemple, de ces communautés animales, de l'autonomie des membres relativement... parce que d'un point de vue des écosystèmes, on peut parler de stabilité d'un écosystème comme un critère de... C'est pas un critère de souveraineté, mais en tout cas, à l'échelle de l'écosystème, c'est déjà un critère d'autonomie, on va dire ça comme ça, d'un cycle. Mais l'autonomie des membres, si on la compare par analogie avec les autonomies des êtres humains dans une politique humaine, on a envie de donner du sens à ça, à se dire, ah ben, les animaux, ils ont leur petite autonomie dans leur petit monde politique à eux, mais évidemment, ils n'ont pas de politique ni d'autonomie. Donc comment la définir dans ce cadre-là? Parce que dans un cadre utilitariste, pour aussi radical et avec les conséquences toujours problématiques que l'utilitarisme peut avoir, en ce qui concerne l'utilitarisme très pur, on aboutit toujours à des choses étranges, mais au moins l'utilitariste, il prend en compte uniquement la pondération, comment il pondère, ça on ne sait pas, mais la pondération d'intérêt en fonction de la souffrance, de critères. Là, c'est beaucoup plus flou en fait. On a envie d'aller peut-être un peu dans ce sens-là, mais cette notion d'autonomie, de souveraineté, comment est-ce qu'on pourrait la définir? Est-ce que c'est relativement à la stabilité du groupe, ou est-ce qu'il y a un sens à parler d'autonomie des membres animaux relativement à leur petite liberté d'animaux, dans leur désir, c'est pas complètement absurde, là je fais des petites caricatures, mais en fait, ça peut faire sens. Je rejoindrai peut-être une forme d'utilitarisme, du coup, alternative, c'est un peu étrange. Enfin, j'ai juste du mal à comprendre, en fait. Ben, en fait, c'est vraiment plus sur ce que tu disais, c'est un peu s'intéresser à la capacité des animaux sauvages à s'épanouir dans ce type d'environnement-là, et à s'interroger sur ensuite la place de la prédation, ou ce que peut amener de négatif ou positif la prédation vis-à-vis de cet épanouissement individuel, le droit de vivre comme un animal sauvage. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des limites vraiment à cette idée d'autonomie, de souveraineté, et je ne sais pas à quel point moi-même je peux comme défendre la position de Donaldson et Quimica, mais on n'est pas dans un... Ce que je trouve intéressant, ce qu'ils vont dire également, c'est que
dans la plupart des cas, les animaux sauvages tendent à s'éloigner des êtres humains, ou en tout cas à éviter tout contact humain. Et donc, en fait, intervenir dans ces interactions, ça amène la plupart du temps un lien de dépendance. Puisqu'on va devoir faire en sorte que les proies soient protégées, voire s'occuper des animaux prédateurs pour leur donner des substituts pour qu'ils aient l'impression de soit toujours exercer une prédation, soit de au moins avoir à manger. Du coup, on arrive en gestionnaire dans ces communautés-là, et cette limitation de l'autonomie des animaux, si on admet que c'est de l'autonomie, elle semble amener trop peu de bénéfices pour les animaux en question par rapport à comme laisser ces animaux dans des communautés qui sont organisées suivant des règles qui peuvent nous sembler problématiques si on les reporte à des cas aux sociétés humaines. Mais en effet, je suis assez d'accord que l'idée de souveraineté et d'autonomie, surtout quand elle est pensée quand même à partir d'un cadre humain, elle est difficilement transposable. Et du coup, c'est exactement ce que font Cormier aussi, c'est-à-dire qu'il pousse l'analogie jusqu'au bout et essaye de voir si tel humain exerçait non pas une activité de prédation, mais en gros faisait les mêmes torts à un autre être humain, limitait de la même façon sa liberté, on ne considérait pas qu'on pourrait le laisser faire, même si ça lui permet de survivre. Et donc, simplement de dire que il semble y avoir comme des dynamiques différentes dans les communautés animales sauvages parce qu'il y a moins d'intervention humaine, ça ne suffit pas à dire qu'on ne doit pas intervenir. Ça a peut-être été comme ça sur un temps évolutif, mais c'est pas ça qui doit nous amener à considérer que c'est moralement une situation souhaitable. Du coup, voilà, je ne sais pas si... Non, il y aura plein de choses à dire, parce que je ne sais pas moi poser toutes les questions. Donc, mais ta réponse était très bonne. François, tu avais juste un truc à dire sur ça avant je te laisse la première. Non, c'est un peu pour rebondir. Moi, j'ai un peu deux questions. Sur toute façon, une perspective d'éthique environnementale, j'ai quand même un peu le sentiment qu'il y a une sorte de critère d'un écosystème. Au fond, je ne parviens pas à saisir le critère de ce qu'on cherche au fond. Parce qu'un écosystème est un système évolutif comme les autres. Alors on peut avoir des critères de richesse en termes de variété des espèces ou des choses comme ça. Mais quand je vois, je n'ai plus en tête ce que vous avez dit, mais en termes de retrouver l'état du système, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de paradoxe au fond d'une posture très naturaliste, entre guillemets, ou d'un état de nature auquel il faut revenir, auquel il faut de prétenir. Donc je me dis, est-ce que l'éthique environnementale s'est échappée à une sorte de concept d'état de nature, alors que le concept d'écosystème n'est pas du tout lié à ça. Le climax, dans le domaine de la botanique, là, on est effectivement dans un état de nature. Mais ce qui fait la richesse du concept d'écosystème, c'est qu'il précisément, il fait échapper à l'état de nature. Mais quand je relis l'éthique environnementale, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas échapper à ce critère d'un état de nature. Ou bien alors on retombe dans selon qui gère et en fonction, car c'est le critère d'une richesse de l'écosystème qui fait celui-là plutôt que l'autre. Donc voilà, ce serait ma première question, objection à l'éthique environnementale. Ma deuxième question est peut-être un peu, comment dire, je ne dis pas superficielle, mais moi, quand je vois la problématique du statut de l'animal, moi j'ai quand même l'impression qu'on parle essentiellement de mammifères supérieurs. J'ai travaillé sur les écosystèmes aquatiques. Écoutez, si vous laissez tomber la problématique de la prédation, il n'y a plus un poisson qui sait vivre. Je veux dire, la problématique des herbivores dans les systèmes aquatiques, on est vraiment dans la périphérie. C'est tout à fait fondamental, mais n'empêche que si vous prenez un écosystème aquatique, la jungle, c'est des gentils cocos à côté de ça. Je veux dire,
si vous regardez les stratégies des dauphins, par exemple, pour encadrer les bancs de poissons et bref, qu'est-ce que l'éthique animale qui veut défendre l'individu animal, qu'est-ce qu'elle a à dire sur ce qui se passe dans les océans? Ben voilà, donc ça peut mes deux réactions un peu superficielles, ou j'en sais rien, je veux dire, c'est un peu à chaud, disons, par rapport à votre propos, qui par ailleurs est tout à fait passionnant, hein, je comprenais bien mon entrain, mon réfléchit tout. Ouais, merci beaucoup pour vos deux questions. Alors, j'ai peut-être un retour de questions sur la première question. Dans quelle mesure vous considérez que le concept d'écosystème, si j'ai bien compris votre question, que le concept d'écosystème serait préférable au concept de nature pour aborder des questions environnementales? C'est ça que vous mentionnez? Oui, parce que je pense que le concept d'écosystème, enfin bon, là j'admets que c'était une thèse que je défends, mais enfin, il me semble que le concept d'écosystème est un concept qui essaye de permettre la description des relations entre les espèces entre elles, et donc qui ne comporte pas un effet de jugement de valeur. Le concept d'écosystème, pour moi, ne comporte pas de jugement de valeur. Le concept de nature est tout de suite marqué par un état de nature est préférable à un état artificiel, entre guillemets. Bon, peut-être je me trompe aussi. Mais il me semble que l'éthique environnementale, je ne vois pas comment elle s'est échappée à cette question. Et du coup, votre question, c'est si on focalise sur le concept d'écosystème, on devrait pouvoir objectivement savoir qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'être humain vis-à-vis. On clarifie le débat et on distingue beaucoup plus nettement, si vous voulez, ce qui est de l'ordre de la description d'un fonctionnement et d'un choix de l'œuvre. Vous voyez, vous avez différents écosystèmes. Au fond, si vous laissez faire l'écosystème, même en intervenant, on ne sait pas ne pas intervenir dans l'écosystème. On respire, la problématique climatique vous montre bien ça, que de toute façon, on intervient dans l'écosystème. Mais on peut intervenir de manière plus ou moins... Bon. Et donc vous avez différents écosystèmes, avec le concept d'écosystème, vous pouvez dire, tiens, là, celui-là, si je prends un critère, par exemple, de diversité et de nombre d'espèces distinctes présentes, c'est un choix de valeur de dire je préfère un écosystème plus diversifié qu'un autre écosystème. Mais l'écosystème Sahara, c'est une pauvreté incroyable, mais en même temps c'est une richesse incroyable. Il n'y a pas des animaux qui ne riment même pas, qui se cristallisent purés. Et que, bon, on va dire, si vous prenez le critère de diversité, de biodiversité, l'écosystème Sahara, on devrait le supprimer, entre guillemets. Enfin, je veux dire, hein, alors qu'inversement, si vous prenez le critère, l'originalité et l'inventivité, entre guillemets, des espèces qui sont dedans, écoutez, vous avez des espèces qui viennent de plus 40 degrés, c'est fantastique par rapport à nous qui sommes là, on se contente du 20 degrés et on chauffe aussitôt qu'il fait 18 degrés. On pourrait dire les hommes, ils sont complètement salés. Donc je veux dire, si vous distinguez très clairement un mode de fonctionnement d'un écosystème de la question de l'évaluation, alors là vous mettez dans une posture d'une éthique plus rigoureuse, me semble-t-il. Mais alors, c'est un peu ça ma question. Mais ça, alors, la première chose, ça serait peut-être c'est que déjà la manière dont on va définir les écosystèmes, ce qu'on va appeler les fonctions, ce qu'on va identifier comme des entités fonctionnelles ou des entités structurantes, comme dans le cas des espèces clés de voûte, elles peuvent impliquer un jugement de valeur, elles peuvent impliquer des biais qui vont être plus ou moins importants. Parce qu'on choisit par exemple de considérer qu'un lac c'est un écosystème, on peut avoir des critères épistémologiques qui vont nous amener à dire c'est une entité qu'on peut détacher d'autres entités qu'on appellerait également écosystèmes. Mais en premier lieu, un lac, pourquoi on s'y intéresse en écologie, c'est parce que globalement, physiquement, c'est facile à délimiter, on peut compter facilement les espèces dedans, on peut faire des... C'est un geste épistémologique qui est conscience. Oui, mais ce qui empêche... Vous pouvez décider de considérer le lac dans l'ensemble de la région, et y compris tous les phénomènes. Donc, c'est un des avantages du concept d'écosystème, c'est qu'il n'est pas contraignant
sur l'impact géographique ou même sur le... C'est ça des avantages du concept. C'est à la fois pas contraignant, mais en même temps, ça, du coup, ce que ça implique, c'est que on peut utiliser différents critères pour définir notre écosystème et on peut être amené à avoir différentes conceptions de ce qui, du type d'entité naturelle qu'on peut avoir dans une même zone. Si vous prenez différents groupes d'écologues, vous n'aurez peut-être pas les mêmes écosystèmes qui vont être définis par ces groupes d'écologues. Et le choix aussi, ces choix-là épistémologiques vont avoir une influence sur ce qu'on va considérer comme devant être protégés ou non, ou sur lesquels nos actions pourraient avoir des impacts. Ce que je veux dire par là, c'est juste que de retourner du côté de la science pour dire on va avoir un truc objectif, une carte du monde objective à partir de laquelle on va pouvoir dire ensuite si telle chose doit être protégée ou pas, contrairement à par exemple le concept de nature ou de terre, puisque le concept de nature est aussi discuté en éthique environnementale. Actuellement, c'est plus l'idée de terre qui est défendue, qui est utilisée dans la philosophie environnementale francophone. Du coup, de dire, on a des concepts qui sont peut-être plus objectifs du côté scientifique, mais qui sont aussi impactés par certaines valeurs et qui dans tous les cas ne nous permettent pas d'avoir d'avoir une position éthique à la fin sur ce qu'il faut ou pas faire vis-à-vis du monde naturel. Là où je pense, moi je suis d'accord avec vous, ce que je veux, c'est un peu une réponse difficile parce que moi je considère que l'écologie doit informer l'éthique environnementale, mais par exemple dans le cas des espèces clés de voûte, je pense que en fait l'éthique environnementale doit aussi informer l'écologie et on n'a pas simplement, ça ne va pas que dans un sens, au sens où lorsque on prend différents, ça c'est ma position, mais lorsqu'on prend deux concepts d'espèces clés de voûte avec la même, on peut leur reconnaître la même valeur épistémologique ou leur reconnaître certains intérêts épistémologiques équivalents en termes de production de connaissances. Et ce qui va influencer notre choix pour un concept ou un autre et nous amener à distinguer des espèces clés de voûte différents suivant le concept qu'on utilise, ça va être des valeurs qui sont là plutôt du côté de l'éthique. Si j'ai une approche écocentriste, je vais peut-être être plutôt portée sur un concept qui cible des espèces top prédatrices qu'un concept qui cible tout un ensemble d'espèces qui ont la simple particularité d'avoir un fort impact sur leur communauté écologique si on les retire. Ça, c'est ma position. Mais du coup, je considère que c'est ça, que l'écologie est très importante, c'est juste qu'il ne faut pas réifier les concepts scientifiques comme étant objectifs et devant être la base sur laquelle l'éthique doit réfléchir. Ayant dit ça, du coup, je vais peut-être m'arrêter là pour la première question. Le concept de nature, il a en effet été discuté surtout dans ce que vous mentionnez, le fait de vouloir revenir à un état qui existait avant. Ça, c'était surtout dans le débat sur la notion de wilderness, l'idée qu'il y avait une nature historique qui n'avait jamais été perturbée par les êtres humains, ou alors vraiment pas de manière significative, puisqu'on ne s'intéressait pas du tout à ce qu'avaient pu faire des communautés indiennes dans ces zones-là. Et du coup, le concept de wilderness et tous les débats qu'il a amenés en philosophie de l'environnement et en conservation a amené quand même pas mal les philosophes de l'environnement à trouver d'autres arguments pour défendre la préservation de communautés historiques ou de considérer qu'il faut, par exemple, restaurer des écosystèmes ou restaurer ou plutôt parler de la restauration d'écosystèmes en faisant appel aux fonctions écologiques. Les arguments que vous donnez, enfin, je ne sais plus si c'est non, mais dans les arguments donnés, il y a quand même une sorte de retour à la richesse de l'écosystème avant. C'est quand même expliqué. Alors, c'est pas de wilderness, mais on est quand même dans cette nostalgie quelque part
d'un état de nature et sur les critères qui ne sont pas très clairs. Ben, ça, en fait, c'est un petit peu comme quand on dit éthique environnementale contre éthique animale. C'est plus compliqué que deux ensembles bien définis qui s'opposent parce qu'on a différentes positions au sein de ces deux communautés de recherche et ces différentes positions ne vont pas justifier la protection de mêmes entités à partir des mêmes arguments. Donc, du côté environnementaliste, on en a qui vont faire appel, comme Gregory Nicholson, à la richesse de certaines communautés écologiques pour pouvoir justifier, dans certains cas, le retour à un état historique, mais qui ne vont pas considérer que la caractéristique historique est un élément déterminant à la protection ou à la reconstruction de ces communautés. D'autres arguments qui sont avancés ou réavancés actuellement, c'est l'autonomie de la nature. Donc, revenir à un état historique peut être justifié si cet état-là était un état où la nature, ou en tout cas les interactions entre les entités naturelles, étaient beaucoup moins dépendantes de l'action humaine qu'elles ne le sont actuellement. Donc, par exemple, l'autonomie de la nature, qui est défendue notamment par Virginie Maris ou par Ned Ettinger, vont être des arguments possibles pour défendre le retour à des situations historiques. Et pour répondre peut-être rapidement à votre deuxième question, je suis totalement d'accord que à la fois dans l'éthique environnementale et l'éthique animale, les milieux marins ne sont pas beaucoup abordés dans les discussions, ils font rarement partie des exemples. Là où, en fait, l'éthique animale se trouve, ça peut s'expliquer du côté de l'éthique animale, c'est que, par exemple, pour les loutres de mer, on va avoir, et c'est toujours le cas, les loutres de mer sont en voie de disparition, et en fait, la chute des loutres de mer amène à une augmentation des oursins qui, en gros, mangent toutes les algues, et donc à une modification aussi là, importante de l'écosystème marin, comme vous l'avez dit. Le truc, c'est que là, les oursins, c'est un peu les animaux qui sont très limites dans l'ensemble des entités animales auxquelles on accorde des droits ou qu'on considère pouvant souffrir de la prédation. Par exemple, le concept d'espèce clé de voûte a été au début attribué à une étoile de mer qui mange des moules. Le truc, c'est que est-ce que les moules ont des droits fondamentaux et est-ce que les moules souffrent lorsqu'elles sont mangées par les étoiles de mer? C'est comme une question empirique qui divise beaucoup les animalistes. Et donc je pense que comme c'est globalement des cas où on a plutôt des mollusques qui sont un petit peu mis en jeu par la prédation bien qu'on a... c'est pas vrai. En fait, le cas de la prédation peut s'appliquer aussi à des grands mammifères comme les loutres sont mangées par des orques, par exemple. Donc là, on a ces problèmes-là, mais de manière plus générale, j'ai l'impression que c'est quand même des entités animales qui se situent un peu à la limite des droits accordés ou de la considération morale accordée par les approches animalistes. Du côté environnementaliste, je suppose que c'est plutôt des raisons historiques qui viennent, notamment avec le débat sur l'intérêt que représentaient ces aires de wilderness, qui a amené peut-être une focalisation sur les espaces terrestres, notamment parce que c'est aussi ceux avec lesquels on est le plus facilement en contact, au niveau, ce qui représente des paysages, c'est plutôt des paysages terrestres auxquels on va pouvoir avoir accès. Donc, ça serait mon explication, mais alors là, totalement comme ça. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Si la littérature sur Animal Rights parle d'un animal, c'est quelque chose de biologique, c'est-à-dire comme animal est défini en biologie, ou est-ce qu'on inclut aussi, disons, s'il y a des espèces extraterrestres qui ont une certaine forme de conscience ou
ça, ou un comportement comme nos animaux, disons. Est-ce que cette littérature va aussi... est-ce que, ma question est donc plutôt, est-ce que c'est fonctionnel, la définition d'animal, ou c'est plutôt vraiment basé sur notre forme de génétique et tout ça? Il y a pas mal de débats là-dessus, puis moi je les connais vraiment pas bien du tout. La seule chose, c'est qu'en effet, s'il y avait par exemple des extraterrestres qui débarquaient, qui semblaient se comporter comme des animaux, humains ou non humains, qui semblaient pouvoir souffrir, par exemple du côté utilitariste, c'est ça qui va être important. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils souffrent, qu'ils peuvent souffrir ou pas? Là, qu'importe on ne pourrait pas considérer que d'un point de vue évolutif, ils fassent partie des animaux, mais comme ils souffrent, ils peuvent souffrir de certains états de fait, on devrait les prendre en compte moralement. Ça serait juste élargir en fait notre base d'entité moralement considérable. Ça serait juste ça et on s'en fiche de savoir si c'est des animaux ou pas. C'est vrai qu'il ne faudrait plus ensuite dire il faudrait peut-être trouver un autre nom pour notre approche parce que là on reconnaîtrait que des extraterrestres ont un statut moral, mais ça ne poserait pas beaucoup de soucis. Pour les approches qui reconnaissent plutôt des droits fondamentaux, la souffrance reste importante, mais elle me semble pas déterminante, au sens où c'est vraiment l'expérience de vivre et en gros, comment cette expérience de vie devrait pouvoir avoir lieu qui va être comme un enjeu. Donc là, en effet, si on a des extraterrestres qui débarquent, il faudrait comme voir si on peut considérer que ce sont des entités conscientes d'elles-mêmes, qui ont conscience de leur expérience et que ces expériences-là valent moralement. Donc c'est pas du tout, on va pas simplement essayer de voir leur gène, enfin s'il y a une base évolutionnaire, génétique ou quoi. Par contre, c'est vrai que dans les faits, par exemple, le fait qu'on mette les mollusques ou les insectes de côté, ça va être il n'y a pas de système nerveux. Donc on prend quand même des bases biologiques, on s'appuie sur les études en éthologie pour voir en termes de comportement, qu'est-ce qu'un comportement animal, un comportement de souffrance, pour éviter d'être dans l'anthropomorphisme à chaque fois. Donc c'est ça, on s'appuie quand même sur la science et sur la biologie pour tenter de définir concrètement qui rentre dans ce cadre des entités animales ayant un statut moral, mais c'est pas comme déterminant à l'attribution de... c'est comme plus une dimension pratique que théorique. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Et moi j'avais juste une question de clarification sur le concept de refuge dont tu as parlé à la fin. Et je voulais juste que tu reviennes sur ce concept-là et développer davantage éventuellement. Ça c'est une question difficile. En fait, j'ai pas... Donc ça c'est plutôt un projet de réponse ou de solution vraiment localisé au cas des parcs naturels, donc des parcs qui sont plus ou moins gérés par des êtres humains, mais qui sont en tout cas protégés d'un certain nombre d'activités humaines. L'idée de refuge, en fait, c'est qu'en éthique animale, on va parler de refuge plutôt en dehors de l'espace sauvage, en considérant que, par exemple, on parle de sanctuaires pour des animaux qui ont été exploités par l'agro-industrie, donc par exemple que ce soit des poules en batterie, des bœufs, etc., où là on les met dans un espace où ils peuvent recommencer un petit peu à vivre en plein air de manière autonome. Et l'idée des sanctuaires par rapport aux animaux sauvages, ça semble être toujours un peu dans la même idée que
on extrait ces animaux-là, ces proies-là de leur environnement sauvage, ou en tout cas on met comme des barrières pour que elles puissent vivre dans un espace suffisamment grand pour que ça soit plus qu'un zoo, mais où ça impose quand même des barrières physiques assez importantes et où il n'y a plus du tout d'interaction avec les espèces prédatrices. Et là, l'idée, c'est plus de dire, si on considère qu'il n'y a pas que la souffrance et le plaisir qui comptent, mais qu'il y a d'autres valeurs à prendre en compte, même au niveau simplement des animaux individuels, leur autonomie, leur liberté, l'idée de considérer que leur vie sauvage, elle est beaucoup moins intéressante qu'une vie dans une espèce de grand zoo, qui serait considéré comme un refuge, ça me semble assez... je trouve ça difficile de dire qu'ils vont être vraiment heureux dans ce type d'espace-là. Et donc là, c'est un peu de dire on peut créer des refuges aussi dans des espaces naturels, où il y a potentiellement encore des interactions qui vont pouvoir se faire avec les espèces prédatrices, des actes de prédation qui peuvent avoir lieu. C'est juste que, d'un point de vue évolutif, mais ça, il faut aussi que je travaille plus pour pouvoir vraiment fonder mon point au niveau écologique, il y a eu des stratégies d'évitement qui ont été faites, et donc dans cette citation, ça, on est en milieu marin, je pense que j'avais mis ce passage-là. Ah non, j'ai pas mis du tout la partie qui était la mieux. Bon, en fait, on a des stratégies de refuge qui impliquent de la coexistence avec des espèces prédatrices et d'autres qui n'impliquent pas de coexistence. Mais donc on a des possibilités de stratégies, donc de places où il y a de la nourriture, où les espèces peuvent se reproduire, mais où c'est pas là où elles vont avoir la meilleure nourriture, où ça va être les meilleurs espaces pour se reproduire, pour avoir une vie épanouie, mais qui permettent une sorte un peu de trade-off territorial ou de trade-off aussi par rapport à, par exemple, sortir la nuit plutôt que le jour, qui permettent à ces individus-là d'être en effet dans un milieu où ils sont à risque vis-à-vis de la prédation, mais où on leur laisse quand même beaucoup d'avantages qu'on leur enlève si on les extrait de ce milieu sauvage. Donc en fait, mon intention, c'est d'essayer de trouver une solution pour conserver, enfin ne pas s'opposer à la prédation, mais prendre en compte quand même la souffrance ou les limitations en termes de liberté et de bien-être que ça peut imposer aux proies, tout en évitant aussi une sorte de considérer que les espèces animales ne sont pas capables de trouver des solutions à ces situations de danger, de stress, et en imitant un petit peu leurs solutions pour, lorsqu'on réintroduit des espèces prédatrices, par exemple, on vérifie ou on crée ces espaces où elles sont un peu plus protégées sans être séparées par des clôtures de ces espèces-là. Oui, je ne sais pas si ça répond. Oh ouais, c'est ça. Merci. One thing, sorry, English, my apologies. One thing that I really like about what you're doing here, especially this connects back to a question from earlier, but this example and the Keystone Species example is, I think you do a really good job of showing how some of these scientific questions are really deeply value-laden questions. There's very serious values implications for the kind of scientific work that people doing, say, refuge studies. I mean, this seems to be straight out of a hard science article here. This quote, much of the Keystone Species work is the same. What I wanted to ask was, in this kind of work and the Keystone Species work, how much acknowledgement of that fact do you see from the scientists? Do they realize the sort of value upshot of what they're doing, or not as much? Do they not? Do they miss those implications? I would say not that much. Like,
this is complicated because at first when I've started to read Robert Payne, for example, which is an ecologist, I was like, in the paper, you have always, or almost always, a paragraph about how it is important to protect species, and you know, and to talk about pristine communities, and so they're really using value-laden term, and also giving some conclusions that are not just about facts. And at the same time, when you read the biography of Robert Payne, you realize that he was, for example, not really on the political side of about environmental issues, and he was like trying to, you know, not to take position in the debate, even if his own studies could have some implication for what politicians could do about some, you know, some conservation policies. But those guys, so they were students of Robert Payne, and so they were really more engaged on the political, in politics, and trying really to defend biodiversity, different species, and so to, like, I guess in their work it's maybe, I don't know if they, when they do science, they will really say we are, like, we know that we take some position, or we have maybe some bias that we are not aware of, but they might, you know, influence what we are talking about. But I think that might have been more aware about, like, the tiny frontier between fact and value, or so yeah, and also about the sea otters. The sea otters, so when Payne proposed the concept of keystone species, one of the first scientists to use it was Estes, who worked on the sea otter case, and so he talked about the sea otter as keystone species, and at the same time, in the Alaska, the sea otter were really few, and politicians decided to reintroduce some populations from other parts of the world to try to make it bigger. And a big debate emerged from that, because people who were interested by the Erskine, so for fisheries, basically were saying that it was not a good idea to protect the sea otter, it was a bad thing, and so they published a really good, huge work on sea otters, their history, ecology, evolution, to give some background to this debate, because they realized that there were two issues about how this community is organized, what is the place of sea otter in these ecological communities, and some political issues really that were really dependent on what they were saying and what they were finding about these ecological communities. So we, and in itself, the keystone species concept has been really discussed both in ecology and in conservation. So it's really I think a value-laden concept whatsoever, I would say. But yeah, well, it's very cool. Thank you. Il est 5h pile, je crois qu'on peut terminer là. Merci à vous tous.